connaissez tous Abdelkrim Khattabi, qui est ce grand révolutionnaire du Rif, et qui, dans les années 20, eh bien, mène une lutte de libération donc, au Maroc. Et contrairement à ce qu'on dit, ce n'était pas uniquement pour le Rif. Hein. On en a fait uniquement un Rif fin étroit, mais en fait, il visait la libération donc, de tout le Maroc et même de l'Afrique du Nord. C'était un mouvement, comme d'autres mouvements, absolument, qui étaient des mouvements anti-impérialistes et qui avaient prétention à libérer toute l'Afrique du Nord du joug impérialiste, que ce soit contre la France, que ce soit contre l'Espagne, que ce soit contre l'Italie également, hein, puisque l'Italie, à l'époque, dans les années 20, eh bien, elle occupe la Libye. Et donc, Abdelkrim, je voulais vous parler aujourd'hui donc de ce grand héros révolutionnaire, Abdelkrim. Et alors, c'est pas tellement sur la guerre du Rif. Abdelkrim est donc, en 1925, est obligé de se rendre aux Français pour épargner le Rif. Hein. Le Rif qui subissait la double offensive à la fois des Français à l'est et des Espagnols au nord et à l'ouest. Et donc ce Rif qui va supporter une guerre épouvantable, une guerre coloniale épouvantable. Et Abdelkrim, devant les menaces de réellement brûler, puisque on a utilisé comme des gaz de combat qui avaient été utilisés dans la guerre 14-18 hein, contre les populations rifènes, c'est épouvantable. Et pour amoindrir les pertes, il y avait un véritable chantage. Si Abdelkrim ne se rendait pas, eh bien la répression allait être encore plus féroce contre ces populations qui étaient dans les montagnes du Rif, etc. Et donc pour épargner des morts, il se rend aux Français donc en 1925. En 1926, il est déporté à La Réunion. Hein, il est déporté à La Réunion avec une partie de sa famille et donc de sa tribu, puisque c'est un émir. Hein, et il va passer 20 ans. Il va passer 20 ans à La Réunion. En 1947, donc dans l'après-Seconde Guerre mondiale, les Français vont l'autoriser à revenir. Alors, pas à revenir au Maroc, ils lui interdisent, mais ils lui permettent de revenir en France. Ils lui permettent de revenir en France. En même temps, il revient avec le cercueil de sa mère qui est morte donc à La Réunion. Et le cercueil, normalement, aurait dû, lui, continuer sur le bateau jusqu'au Maroc afin d'être inhumé là-bas. Et toujours est-il qu'Abdelkrim, eh bien, donc, prend le bateau avec donc une grande partie de sa famille, etc. Il prend le bateau et le bateau s'engage donc dans la mer Rouge. Et ensuite, eh bien, il doit évidemment, normalement, passer par le canal de Suez pour passer en Méditerranée et rejoindre donc le sud de la France et le Maroc. Et il se trouve que à l'époque, on est en pleine période pas de renouveau, mais enfin de naissance du nationalisme arabe. Et il y a toute une effervescence. Abdelkrim est connu, son épopée fantastique contre les Français et les Espagnols est connue. Et dès l'instant où l'on sait que Abdelkrim revient vers la Méditerranée, eh bien, donc des réseaux de solidarité se mettent en place. Et dès l'instant où le bateau qui le ramène, eh bien, dans le bateau, il y a des policiers français qui sont là pour veiller à ce qu'ils ne partent pas à une escale. Et toujours est-il que dès l'instant où son bateau passe en mer Rouge, eh bien, on avertit des réseaux de sympathisants et de militants panarabes au Caire, enfin à Port Saïd d'abord. Et lorsque le bateau arrive à Port Saïd, eh bien, le bateau fait escale. Le roi Farouk invite Abdelkrim à descendre et il lui a préparé une réception. N'oublions pas qu'ils sont plus ou moins cousins puisque c'est un émir, c'est un roi. Donc voilà. Et toujours est-il que Abdelkrim va descendre. Enfin, non, des militants vont monter sur le bateau. Ils vont aller dans la cabine d'Abdelkrim, ils vont réellement le prendre, parce que lui, il s'y attend pas du tout. Ils vont réellement le prendre, le sortir. Et pendant ce temps, que faisaient les policiers français? Ils étaient en train de jouer aux boules sur le pont du navire. Alors c'est assez intéressant. Donc ils n'ont rien vu venir. Toujours est-il qu'Abdelkrim se retrouve à terre, au Caire, bientôt, et libre. Et alors évidemment, la presse française se déchaîne contre Abdelkrim, la parole de l'islam a été bafouée, etc. Comment Abdelkrim a faussé compagnie aux policiers français. Il se retrouve au Caire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Caire, il y a déjà toute une effervescence à l'époque, une effervescence nationaliste arabe. Et on a déjà les principaux chefs nationalistes du Maghreb, des 3 pays du Maghreb, qui sont au Caire et qui vont nommer Abdelkrim président du comité de libération d'Afrique du Nord. Donc il a ce titre. On est en 1947 et c'est au moment où la France entreprend donc ce qu'on va appeler la guerre d'Indochine. Enfin, elle a commencé cette guerre d'Indochine.
Comment ? C'est quoi ça ? Alors la guerre d'Indochine, c'est quoi ça ? Attends, faut pas que ça passe une demi-heure. Déjà, C'était pour te saboter son truc. Mais tu n'y arriveras pas. Oui, mais le Vietnam va arriver à un moment. Parce que j'avais prévu ton intervention. Le Vietnam va arriver. Alors le Vietnam, c'est l'Indochine. Enfin, c'est le nom que l'on donnait à l'époque au Vietnam, que les Français donnaient à la partie du Vietnam, donc qu'ils occupaient. Donc c'était l'Indochine française. Et toujours est-il que l'Indochine française est donc en résistance. Et il y a un certain Ho Chi Minh, que vous connaissez tout de même. Et donc Ho Chi Minh, qui est le leader indépendantiste vietnamien. Et alors Ho Chi Minh, écrit à Abdelkrim, au Caire, et il lui envoie une lettre en lui disant il y a de nombreux tirailleurs marocains, algériens, sénégalais, en tout cas musulmans, tunisiens, musulmans, dans l'armée française. Et j'aimerais que tu leur demandes, de ne pas participer à cette guerre coloniale. Et alors Abdelkrim va le faire, et il va faire une lettre, une adresse, enfin c'est une sorte de discours, et il s'adresse à tous les combattants musulmans de l'armée française en leur demandant de déserter et de rejoindre les troupes vietnamiennes. Putain. Alors c'est extraordinaire, c'est peut-être, je l'ai plus sous les yeux, mais il y a quelque chose juste que je citerai comme ça comme anecdote, c'est que les Français aussi mènent une propagande très vive en direction des soldats musulmans pour les inciter à combattre les Vietnamiens. Et comme il s'agit de soldats musulmans, donc qui sont très très proches de la foi, les Français ont cet argument en disant mais les Vietnamiens, ce ne sont pas des vrais croyants, ce sont des idolâtres, ce sont des païens. Ils croient en des statues, etc. Et donc, cette guerre, elle est justifiée, tandis que nous, Français, nous sommes quand même chrétiens, nous sommes les religions d'Abraham, etc. On entend beaucoup parler d'Abraham en ce moment, et avec l'accord. Et toujours est-il que... On a donc un point commun. Vous avez raison de combattre ces Vietnamiens et de combattre ces idolâtres. Et Abdelkrim, dans la réponse qu'il donne, il y a ce passage qui est croustillant, où il dit « Les Français vous disent qu'il est normal de combattre les Vietnamiens parce que ce sont des idolâtres. Mais depuis quand les Français croient-ils en Dieu ?» Depuis quand les Français croient-ils en Dieu ? Voilà ce qu'il dit. En tout cas, il justifie dans sa lettre, au contraire, il dit il faut rejoindre, et c'est contraire à la religion musulmane que de combattre des peuples qui aspirent à leur liberté, comme le peuple vietnamien, etc. Et donc, il va y avoir plusieurs centaines de soldats, donc de tirailleurs musulmans en armée française, qui vont déserter, qui vont rejoindre les troupes vietnamiennes. C'est depuis qu'il y a donc des mosquées au Vietnam. Puisque ces soldats, pour un grand nombre, vont faire souche au Vietnam. Et il y a quelques années, une partie d'entre eux est revenue. Alors c'était au Maroc. Il y a eu toute une cérémonie de ces soldats qui étaient assez vieux, il y a une dizaine d'années plutôt, et qui voulaient terminer leur jour donc au Maroc. Donc c'était assez émouvant. La plupart ont donc épousé des Vietnamiennes, évidemment. Et c'est comme ça que que des mosquées ont fleuri au Vietnam, non, il y en avait quand même quelques-uns, puisque l'islam, il y avait déjà un islam vietnamien depuis le 8e siècle. Voilà. Mais tout de même, on a donc eu de nouvelles mosquées qui ont fleuri au Vietnam. Du Vietnam. Ça a commencé là. L'islamisation du Vietnam. Oh, tout de même pas. Quel beau chapitre de la... Ils sont pas si nombreux que ça. Mais en tout cas, c'est une empreinte historique et qui montre que la solidarité, l'internationalisme, il peut effectivement donner de belles fleurs. Merci Youssef. C'est intéressant de voir comment il disait que la victoire des Vietnamiens sur la France, c'est aussi la victoire des Maghrébins, des Arabes. Bien sûr, la victoire du Vietnam. Et effectivement, il ne savait si bien dire, puisque on sait que c'est la défaite de Dien Bien Phu, donc la victoire de Dien Bien Phu pour les Vietnamiens, qui va inciter les Algériens à lancer l'insurrection du 1er novembre 1954. Alors j'ai une question, est-ce que tu as parlé avec Ferdaous aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce qu'elle a sorti aujourd'hui un article du pire, un article qui a été écrit en 2011, où justement l'appel de Abdelkrim, héros marocain de la lutte décoloniale, où ça parlait justement. C'était l'article que j'avais écrit à l'époque. Vous étiez connectés. Et d'ailleurs. Notre bonjour à Ferdaous. Voilà, et félicitations. Elle a eu son bébé. Félicitations. Tu sais qu'il était très proche aussi, Abdelkrim, des révoltes latino-américaines. Il était très pris par ça aussi. Il y a vraiment un internationalisme qui était. Et on sait que Che Guevara d'ailleurs a cité plus d'une fois comme Abdelkrim au niveau des techniques de guérilla. Mao aussi, il y a une légende comme Mao aussi aurait dit qu'il y avait des révolutionnaires du Moyen-Orient qui l'avaient interrogé, qui dit que ça ne servait à rien de l'interroger parce qu'ils avaient déjà la guerre de guérilla dans la guerre de guérilla d'Abdelkrim, qui a vraiment innové considérablement. Non mais sérieux, vous avez vu comme on est loin de tout ça. On n'a plus que nos yeux pour pleurer. Mais non. Si, ça va être très très loin. Eh ben écoutez, c'est sur cette note de pessimisme de Mouria qu'on
qu'on va arrêter. Alors déjà, merci Youssef.